Chapitre 15. Torvin. Torvin avait passé plusieurs nuits sur Gondois 6, et aucune d'entre elles n'avait été confortable. Sur ce monde, la nuit était visiblement tout aussi chaude et étouffante que le jour. Chez lui, sur Skadi, la température baissait brusquement dès que le soleil descendait à l'horizon, et les nuits étaient glaciales. Cette situation avait évidemment ses propres inconvénients, mais au moins, à l'intérieur des blocs d'ab et des maisons, les gens pouvaient se regrouper autour de la chaleur d'une vanne géothermique, d'un radiateur ou d'un foyer au charbon, pour ceux qui habitaient dans les niveaux inférieurs, ne bénéficiant pas de l'électricité. Ils pouvaient aussi accumuler les sous-vêtements thermiques, s'envelopper dans des couvertures ou des fourrures pour conserver leur chaleur corporelle. Malgré la glace qui recouvrait tout et le blizzard hurlant, il restait possible de se réchauffer. Ici, par contre, il n'y avait pas d'échappatoire. De jour comme de nuit, la chaleur oppressante était inévitable. Au bout d'un moment, à moins d'enlever tous ses sous-vêtements, il n'était plus possible de se rafraîchir. Au début, Torvin avait dormi dans la chapelle au plafond élevé, avec le reste du deuxième de Skadi installé là. La situation lui avait paru inconfortable, allongé comme il l'était sur un matelas posé à même le sol de pierre, tandis que la chaleur ambiante était amplifiée par des centaines de corps entassés dans un même espace, l'air rempli des grognements, des ronflements et des odeurs des autres soldats. Ensuite, il avait dormi à l'avant-poste 4, dans des conditions relativement similaires, mais en plus, son sommeil était interrompu par les rotations des tours de garde, sans oublier que les orques avaient fini par y débarquer. Après ça, les choses n'avaient fait qu'empirer, quand il avait été envoyé dans la cellule de l'ecclésiarchie au sous-sol de la chapelle. On l'avait alors enfermé dans une petite boîte réservée au traitement des hérétiques, à un endroit où il ne pouvait même pas s'allonger, et il avait été contraint de dormir les jambes pliées, calé contre le mur poisseux. Il avait eu beaucoup de mal à se reposer. Il se réveillait à intervalles réguliers, quand une partie ou une autre de son corps s'engourdissait au contact de la pierre, le forçant à changer de position. Il ne pensait pas que la situation pouvait être pire. Mais c'est parce qu'il n'avait pas encore essayé de dormir dans la jungle. Les catachans étaient allongés sous leur bivouac camouflé. La moitié d'entre eux dormaient, tandis que l'autre moitié montait la garde, et ils échangeaient à intervalles réguliers. On avait bien fait comprendre à Torvin qu'il devait se contenter de rester à sa place, de manger quelque chose et de dormir. De garder le silence et de ne rien faire de stupide. Ça ne le dérangeait absolument pas. Il était épuisé. Il avait l'impression d'avoir à peine dormi depuis qu'il était arrivé sur cette planète maudite de l'empereur, sans compter que les catachans maintenaient un rythme plus que soutenu. Malgré tout, au moment où il se glissa sous sa bâche, il ne tarda pas à réaliser que les choses étaient bien pires que dans son cachot. Alors bien sûr, il pouvait s'allonger comme il le voulait, mais il ne sentait sous son corps que les plantes humides et la boue visqueuse. Il avait senti à plus d'une reprise des bêtes lui ramper dessus, et l'air semblait envahi d'une nuée constante d'insectes volants qui s'insinuaient sous son abri pour venir lui bourdonner autour de la tête. Mais si cette nuit était pire que toutes les autres, ce n'était pas juste parce que sa couche était humide, poisseuse et grouillante de vie. C'était parce qu'il était là, à essayer de dormir dans la jungle. Lorsqu'il était à l'avant-poste, observant les ténèbres menaçantes de la jungle tout autour, il s'était demandé ce qui pouvait bien y rôder, et voilà qu'il se retrouvait au beau milieu de tout ça, submergé par la peur et l'obscurité. Quand la nuit tomba, il n'y eut plus que le noir impénétrable tout autour de lui. Il y voyait à peine à quelques mètres, et le fait de ne rien voir semblait décupler le bruit des insectes bourdonnants. Les caquettements et le concert de sons divers et variés des choses invisibles qui bougeaient dans la végétation omniprésente. S'il ignorait quels animaux ou autres créatures dangereuses menaient leur vie nocturne parmi les arbres, il savait par contre qu'il y avait des orques pas loin. Torvin avait beau être à la peine, il voyait bien que ce n'était pas le cas des catachans. Ils s'étaient installés dans la boue, parmi les insectes, dans le noir le plus complet, comme dans un lit douillet. Quoique non, la métaphore ne fut pas tout à fait appropriée. Les catachans se seraient ris de l'idée d'un endroit confortable pour dormir. Ils ne se comportaient pas comme s'ils étaient dans un environnement agréable. Ils se comportaient comme s'ils étaient exactement où ils étaient, dans la jungle humide et poisseuse. Mais ils adoraient ça, tout simplement. Ils étaient
un peu comme des bêtes de la jungle, eux-mêmes. Deux cliquetis secs s'élevèrent dans le noir sur la droite de Torvin. Il essaya tout d'abord de les ignorer, les attribuant tout d'abord à un insecte ou à un étrange habitant de la jungle. Il valait mieux qu'il évite de regarder. Il y avait sûrement dans les parages des choses qu'il valait mieux ne pas savoir. Ou peut-être qu'il devrait regarder. Il ne savait pas vraiment ce qui était le pire. Mais les cliquetis résonnèrent à nouveau, sur le même rythme délibéré. 2 fois, une pause, 2 fois, une pause. Il finit par se tourner dans cette direction. Il vit avec surprise un soldat catachant apparaître dans les ténèbres. Il ne l'avait absolument pas entendu approcher. Il tenait à la main un petit boîtier, surmonté d'une mince languette métallique courbée. Le métal ployait dans un sens puis dans l'autre quand le soldat appuyait dessus avec son pouce. Clic, clic. C'était visiblement un système de communication utilisé par les catachans pour se faire entendre sans avoir besoin de parler. Un signal qui se fondait naturellement dans les bruits nocturnes de la jungle. Torvin ne connaissait pas le nom du soldat. Il ne connaissait d'ailleurs le nom de presque aucun de ses camarades qui n'avaient pas daigné se présenter. Torvin ne se faisait pas d'illusions quant à l'opinion qu'avaient de lui les catachans. Il se demanda s'il serait intéressé de savoir que lui non plus n'avait pas envie d'être là. Le soldat esquissa quelques signes, et il fallut un moment à Torvin pour comprendre qu'il s'adressait à lui. Il exécuta une série de gestes, bougeant ses doigts, refermant son poing, avant de désigner la jungle devant eux. Torvin le fixait, incapable de saisir que ce soldat essayait de lui communiquer. Le catachant vit à son expression qu'il n'y comprenait rien et soupira, avant de serrer les dents en signe d'agacement frustré. Il se faufila entre les broussailles jusqu'à rejoindre l'endroit où Torvin restait tapi, bien caché sous sa bâche de camouflage. « Foutus innocents, damnés de l'empereur !» C'était l'expression habituelle qu'utilisaient les catachans pour s'adresser à Torvin. « Ils enseignent pas de signaux codés aux autres gardes !» reprit le soldat. Torvin s'anima soudain, après les critiques incessantes qu'il avait entendues des autres régiments de la garde impériale, d'un désir de se défendre, et de défendre par extension le reste de l'Astra Militarum. « Si, répliqua-t-il. On apprend des signaux, mais clairement pas les mêmes que ceux qu'on vous enseigne sur Catachan. » Le soldat grogna. Visiblement, il n'avait rien à répondre, mais il n'avait pas l'air prêt à faire montre de tolérance pour autant. « Je dis que je pars dans la jungle. Je pense pas en avoir pour longtemps, donc ça veut dire de pas me tirer dessus quand je reviens. Pour autant que tu saches par quel bout il faut tenir un fusil laser. »« Ouais, c'est ça, » répondit Torvin. Le soldat catachant eut alors un sourire complètement inattendu et un léger rire de gorge. Torvin n'arrivait pas encore à déterminer à quel point les catachans se prenaient au sérieux. Ils semblaient prêts à l'assassiner dans son sommeil, et chacun d'entre eux, jusqu'au dernier, avait dans l'œil une étincelle qui semblait dire qu'il pouvait basculer dans la folie la plus complète d'un instant à l'autre. Ou alors, peut-être qu'ils essayaient juste de l'effrayer. Torvin avala sa salive avec difficulté en regardant le soldat disparaître dans le noir. Il espérait qu'il s'agissait juste d'un genre de bizutage. Mais le courant de peur viscérale qu'il ressentait semblait lui dire que ce n'était absolument pas le cas. Le garde de la jungle de Catachan ne tarda pas à revenir, exactement comme il l'avait dit. Torvin, la tête baissée, était en train de tirer sur la languette d'une boîte de rations alimentaires standard de la garde impériale. En tant que garde impériale, vous serez amené à utiliser les rations de gruau nutritifs de la garde impériale, disponibles en 16 saveurs, prêtes à l'emploi, et conçues pour être consommées sans difficulté sur le terrain. La ration de gruau nutritif de la garde impériale contient tous les apports nutritionnels requis pour un combattant de l'Astra Militarum. Sa durée de conservation est de 160 années standard. Remarque, dans les seuls cas où les rations de gruau nutritifs de la garde impériale sont la seule source nutritionnelle d'un soldat pendant plus de 5 jours consécutifs, plusieurs effets indésirables ont pu être observés, comprenant entre autres, mais pas uniquement, des migraines, des maux de ventre, des anomalies congénitales et des insuffisances cardiaques. Torvin prit son BAFR qu'il utilisa pour prélever une portion semi-solide de gruau nutritif et la porter à sa bouche. Il mastiqua, ce qui était loin d'être nécessaire étant donné la consistance pâteuse de l'aliment, et avala en essayant de déterminer du bout de la langue la saveur de sa ration.
Ça lui évoquait un peu un plat traditionnel de Scadi, composé de choux rouges bouillis et de soupe de poisson fermentée. Il scruta le couvercle de la boîte sur lequel il était affiché que cette ration était aromatisée au poulet rôti de Gartard. Ne sachant ni où était Gartard, ni ce qu'était la saveur d'un poulet rôti, Torvin ne savait pas du tout s'il goûtait bien ce qu'il était censé goûter. Mais s'il avait dû deviner, il aurait dit que ce n'était probablement pas le cas. Il releva la tête en entendant un cliquetis dans la jungle devant lui. Maintenant qu'il le connaissait, il n'avait aucun mal à en reconnaître le son. Ça venait de quelque part dans les ténèbres, entre les arbres, de plus en plus fort, au fur et à mesure que ça se rapprochait. Torvin posa son repas, pour autant qu'il puisse l'appeler comme ça, et prit son fusil laser posé à côté de lui, à tout hasard. Il scruta l'obscurité devant lui. Clic, clic. Il suivit des yeux les contours des quelques arbres qu'il arrivait à distinguer dans les ténèbres impénétrables. Clic, clic. Il plissa les paupières, essayant de repérer un mouvement, cherchant désespérément à s'assurer que le son venait bien du soldat Katachan de retour au campement. Clic, clic. Il finit par apercevoir quelque chose qui bougeait, et braqua son fusil laser sur les ombres mouvantes. La silhouette du soldat Katachan se matérialisa d'un coup, comme si l'obscurité elle-même était condensée en une forme solide. Le soldat fixa Torvin. « J'ai dit de pas me tirer dessus, l'innocent. » Torvin baissa les yeux, puis il desserra ses phalanges blanchies, refermées autour du fusil. Désolé. Il réalisa que sa soudaine inquiétude n'avait pas lieu d'être, qu'elle était même complètement ridicule. Dans le cas où les orques auraient su où ils étaient, ils n'auraient pas annoncé leur arrivée par des cliquetis codés, ils auraient annoncé leur arrivée comme ils le faisaient toujours, rugissant et hurlant leurs cris de guerre, tandis qu'ils chargeaient comme des sauvages parmi les arbres. Torvin regarda le soldat qui s'approchait de lui. Il mit un moment à réaliser qu'il portait quelque chose sur les épaules. Quand il fut assez près pour que ses yeux, enfin accoutumés à l'obscurité, puissent distinguer les détails, il comprit que c'était un animal aux écailles sombres, un genre de bête allongée, un peu comme un serpent, sauf qu'il avait 4 paires de pattes tout au long de son corps mince, comme une sorte de lézard. Le soldat souleva la bête de ses épaules pour la poser par terre. Il sortit son redoutable poignard catachant de l'étui à sa ceinture et décapita le lézard d'un coup rapide et efficace. Il répéta 8 fois le geste pour lui trancher les pattes. Il souleva ensuite le lézard par la queue et fit glisser la pointe de sa lame tout au long de son ventre avant de lui ôter les entrailles d'un geste fluide de son poignard. Après une série d'entailles au niveau de la queue, il attrapa sa peau écailleuse et tira dessus d'un geste brusque pour dépecer sa proie, dévoilant la chair blanche en dessous. Il laissa tomber la peau au sol, sur le tas fumant des organes internes de la bête. Le soldat, après avoir rapidement rincé le corps avec l'eau de sa gourde, coupa la carcasse charnue en deux. Il en jeta une partie à un autre soldat Katachan qui venait d'apparaître. Enfin, celui qui était parti chasser porta le lézard à sa bouche et mordit dedans. Il arracha une bouchée de la viande crue, fibreuse, avec ses dents. La chair se défit en lambeaux qu'il se hâta d'engloutir. Tout en mastiquant, il leva les yeux vers Torvin qui le fixait. La bouche pleine de lézard cru, il lui montra ce qu'il restait de sa proie, en lui demandant à voix basse « T'en veux ?» Torvin secoua la tête, baissa les yeux et reprit une bouchée gluante de sa ration de gruau nutritif de la garde impériale. Le soldat se rapprocha, puis il s'accroupit pour s'infiltrer sous l'abri de Torvin. Il se pencha tout près, assez près pour que Torvin puisse voir la chair du lézard à moitié broyée entre ses dents quand il s'adressa à lui sans cesser de mastiquer l'animal qu'il venait tout juste de capturer. « C'est quoi ça ?» Le soldat fixait du regard la boîte de ration et la pâte grisâtre, indéfinissable qu'il y avait à l'intérieur. Torvin s'étonna. Il pensait qu'il avait face à lui l'un des vétérans du 57e de Katachan. Il en avait bien l'air, avec ses cheveux qui grisonnaient aux tempes et le réseau de cicatrices enchevêtrées qui couvrait son visage et son corps. « C'est une ration officielle de la garde impériale, » répondit-il. « C'est ça qu'on est censé manger. » Le soldat se rapprocha encore et arracha la boîte de la main de Torvin. Il la tourna et la retourna, puis il plongea sans crier gare 2 doigts à l'intérieur pour en prendre un peu. Il se lécha les doigts, fit tourner le gruau dans sa bouche,
puis il afficha une grimace révulsée. J'en avais jamais goûté, fit-il en lançant la boîte à Torvin, qui la rattrapa tant bien que mal. Je suis pas prêt de recommencer. Je pensais que c'était la ration standard pour l'ensemble de la garde impériale, dit Torvin. Le soldat Katachan s'esclaffa. Au cas où t'aurais pas encore capté, nous autres de Katachan, on n'est pas tout à fait dans les standards. T'as combien de boîtes comme ça dans ton pactage? Je sais pas. 9 ou 10, répondit Torvin. L'autre secoua la tête. Et pourquoi je me trimballerais tout ce lest pour rien? Fit-il en montrant son reste de lézard cru, alors que je peux trouver à manger n'importe où. Il prit une autre bouchée. Je retourne dans mon trou. Bon appétit avec ton machin, conclut-il avant de s'en repartir dans le noir. Torvin se fit la réflexion que, certes, il venait de voir un Katachan capturé, tué et manger un lézard cru qu'il avait trouvé dans la jungle, et qui était peut-être, ou pas, extrêmement toxique, mais au moins il avait eu un semblant de conversation avec l'un des gardes de la jungle. Ça changeait des interactions habituelles où les Katachans se contentaient de l'insulter et de le traiter d'innocent ou de garde incompétent, ou des autres amabilités qu'ils avaient généralement à son égard. Il sursauta en voyant réapparaître le soldat et laissa tomber un peu de gruau nutritif qu'il était en train de porter à sa bouche. L'autre s'était encore matérialisé devant lui sans prévenir. Ah oui, au fait, dit le soldat. Lâche ton fusil laser. On t'a mis là pour que t'aies rien à surveiller, alors touche pas à ton arme. Tu risquerais de te blesser, ou encore pire de blesser l'un d'entre nous. Sur ces mots, il repartit. Torvin racla le gruau nutritif aromatisé au poulet rôti de Gartar tombé sur son maillot en soupirant. Voilà que les choses revenaient à la normale. Torvin s'était réinstallé pour dormir, ou du moins pour essayer de dormir, quand il entendit la voix du colonel Aldalon. Un rassemblement. Torvin sortit immédiatement la tête de son campement caché, son trou, comme avait dit l'autre soldat. Il devinait dans le noir la silhouette du colonel et son gantelet énergétique. Une fois que ses yeux eurent réussi à s'accommoder au manque de lumière, il vit qu'Aldalon, en plus de ses peintures de camouflage, était également couvert d'éclaboussures de sang, presque luminescentes dans l'obscurité, du sang d'orque. Torvin en avait vu suffisamment au cours de la bataille de l'avant-poste 4 pour le reconnaître. Il vit les autres gardes qui sortaient de leur trou, et, supposant qu'il valait mieux pour lui obéir aux ordres, il sortit de sa sous-bâche pour se joindre à eux. Une fois les deux escouades rassemblées, chaque soldat agenouillé sur un arc de cercle devant le colonel, Aldalon reprit la parole. On a eu un petit incident avec les peaux vertes, dit-il. On en a abattu 2 qui étaient en patrouille, mais il est possible qu'on ait averti les autres de notre présence. Torvin remarqua que le lieutenant Trast jetait un regard en biais à Aldalon, sans pour autant savoir ce que cela signifiait. Ils le remarqueront probablement pas si deux boys rentrent pas de patrouille, mais au bout d'un moment, ils vont finir par comprendre qu'il y a dans la jungle quelque chose à combattre. On va s'avancer sur le planning de la mission et lancer tout de suite le premier raid sur l'avant-poste. Torvin sentit sa gorge se serrer. Il ignorait totalement si ce plan le concernait aussi. Mais il n'avait aucune envie particulière de retourner affronter les orques auxquels il venait tout juste d'échapper, parce qu'il avait eu la chance de se trouver au bon endroit, au bon moment. Le lieutenant Trast va accompagner l'escouade du sergent Dram. J'accompagnerai l'escouade de la sergent Sapa. L'objectif du premier raid reste le même que celui décrit avant notre départ. L'escouade du sergent Dram va se répartir sur le périmètre est de l'avant-poste, et celle de la sergent Sapa ira à l'ouest. Notre objectif est de désactiver le maximum des dispositifs de sécurité encore actifs. Ça implique de couper l'alimentation des systèmes extérieurs comme les pylônes alumènes et les éventuels détecteurs de mouvement sur le périmètre, et couper les fils pièges, et aussi repérer les abords de l'avant-poste. Je veux qu'on récupère les mines qui n'ont pas été déclenchées. En plus de ça, on pourra commencer à écrémer les effectifs des orques, en éliminant les patrouilles et les sentinelles qui s'éloignent trop de l'avant-poste. Bon, vous savez ce que vous avez à faire. Un raid standard, sur le périmètre d'une position fixe. Et on commence à les affaiblir. C'est clair? Les Katachans hochèrent la tête. Torvin ne savait pas trop quoi faire, mais il était hors de question qu'il ouvre la bouche. Il ne savait toujours pas s'il devait participer au raid ou s'il préférait qu'il reste au camp, pour éviter de venir se mettre dans leurs jambes. Très bien, dit Aldalon. Démontez le campement, rassemblez votre matériel. Départ dans 15 minutes. Torvin vit les gardes de la jungle se mettre au travail en vitesse et en silence pour démonter les caches qu'ils avaient si soigneusement installées.
Ils prenaient tout autant de soin à remettre dans la jungle les branches et les feuilles utilisées pour leurs abris qu'ils en avaient pris à les construire. Ils éparpillèrent le feuillage de manière à ne pas laisser la moindre trace de leur passage. Il fallait bien reconnaître leur talent aux gardes de la jungle. L'endroit était presque exactement comme avant leur arrivée. Torvin se devait d'admettre que si le deuxième d'infanterie de Skadi, piétinant maladroitement dans la jungle, avait monté son campement ici, ils auraient laissé une multitude de traces de leur présence. Feuillage écrasé, branches coupées, feux de camp, et probablement même des rangées entières d'arbres abattus. Torvin n'arrivait pas à croire qu'il s'apprêtait à partir en raid. Est-ce que les Katachans avaient même dormi? Lui en tout cas, non, et l'empereur savait qu'il était épuisé, tenant à peine sur ses jambes. Est-ce que les gardes de la jungle se reposaient de temps en temps? Toi aussi, l'innocent, démonte ton couchage et prépare-toi à partir. Torvin, se retournant, vit que la sergent Sapa l'observait. T'es sourd? Non, sergent, répondit Torvin. C'est juste que je savais pas trop si ça s'appliquait à moi aussi. Le colonel Aldalon t'a mis dans mon escouade, non? Oui, sergent. Bon. Eh ben, mon escouade va mener un raid sur un périmètre de l'avant-poste, dit Sapa. Alors démonte ton couchage et prépare tes affaires. Oui, sergent, dit Torvin. Et... sergent. Sapa, qui s'éloignait, s'arrêta et se retourna vers lui. Ouais, quoi? Torvin regretta brusquement d'avoir parlé, mais il s'efforça de ravaler la boule qu'il sentait dans sa gorge, et dit ce qu'il avait à dire. Mon nom, c'est pas l'innocent. C'est Torvin. Sapa se frotta le bout du nez de l'index et renifla fortement avant de tourner les talons pour aller remballer ses affaires et préparer son équipement. Torvin se hâta autant que possible, faisant de son mieux pour remettre la végétation qu'il avait utilisée en couverture à peu près là où il l'avait trouvée. Il estimait s'en être à peu près bien sorti, mais il vit clairement les sourcils arqués et les regards moqueurs des Katachans qui l'observaient. Il roula sa bâche encore mouillée et la fourra dans son pactage, avec le reste de son matériel. Il lui fallut plus longtemps que les autres pour terminer de se préparer. L'escouade du sergent Dram était déjà partie quand il en eut fini, et quand il releva les yeux, il vit le colonel Aldalon, la sergent Sapa, et tout le reste de l'escouade qui l'attendait. Bien, fit Sapa. On est parti. L'innocent, tu te mets juste devant moi. L'escouade, menée par le colonel Aldalon, s'enfonça dans la jungle noire et humide. Après 1 heure de marche constante, pendant laquelle il s'efforça d'avancer avec autant de discrétion et de prudence que les Katachans, Torvin aperçut le colonel Aldalon, droit devant. Il s'était arrêté. Quand il vit la sergent Sapa qui fermait la marche, il décrivit un cercle du bout de son doigt tendu pour indiquer à l'escouade de se rassembler. Davy, Whirler, chuchota Aldalon. Partez en éclaireur, mais n'engagez pas le combat. Je veux savoir si l'éclairage fonctionne et combien de peaux vertes sont postées sur le rempart. Les 2 soldats hochant la tête s'enfoncèrent dans la jungle. Sans qu'il soit nécessaire de leur demander, les autres membres de l'escouade se placèrent en position défensive. Torvin fit ce à quoi il commençait déjà à s'habituer, et s'assit à l'écart des autres. Pendant qu'il attendait, il sortit de sa poche la picte de Mélina et la déplia. Les ténèbres s'étaient encore épaissies depuis que la plus brillante des 2 lunes de Gondois 6 avait basculé derrière les collines à l'horizon, et il n'y avait presque plus de lumière sous la canopée. Torvin ouvrit une pochette sur son harnais et en tira une minuscule lampe torche, pas plus longue que son doigt. Il l'alluma et en braqua le faisceau sur le visage de Mélina. Elle lui souriait toujours, mais maintenant, son sourire ne paraissait plus aussi réconfortant. Avec une violence choquante, un coup brutal lui fit voler la torche des mains. Torvin faillit basculer en arrière, et il cherchait déjà, en bégayant, les mots pour exprimer sa surprise. Mais tout ce qu'il aurait pu réussir à dire se retrouva coincé dans sa gorge quand une puissante poigne mécanique se referma autour de son cou. Le colonel Aldalon, noyé dans l'obscurité, avait attrapé Torvin dans son gantelet énergétique. Torvin s'y agrippa, en un geste futile pour essayer de se dégager, tandis qu'Aldalon continuait à serrer et le forçait à se relever. Torvin, la trachée pratiquement broyée par une force implacable, se mit à octer. Le colonel le plaqua brutalement contre le tronc de l'arbre le plus proche,
Torvin ne touchait plus terre, et ses jambes agitées de spasmes s'en mêlaient dans les lianes envahissantes. Le visage d'Aldalon n'était plus qu'un masque de rage. Torvin s'attendait à moitié à le voir cracher des éclairs comme une divinité furieuse, mais il n'émit que des mots pour exprimer sa fureur. Il parlait à mi-voix, toujours pour éviter d'être repéré, et ça ne rendait les choses que plus effrayantes. « À quoi vous croyez que vous jouez? À donner de la lumière en opération furtive, espèce de lamentable petit crétin !» cracha Aldalon. Son autre main apparut soudain, en serrant son poignard catachant qu'il pressa contre la joue de Torvin suffisamment fort pour entamer la peau entre sa bouche et son oreille. « On est à proximité de l'avant-poste, largement à portée de peau verte en vadrouille, et vous osez allumer une lampe. Vous refaites quelque chose d'aussi stupide. Vous osez mettre mes soldats en danger encore une fois, et je vous tue. » Le gantelet énergétique s'ouvrit, laissant tomber Torvin qui s'effondra en haletant. Il essaya de murmurer des excuses, mais ne put produire qu'un faible souffle. Les autres catachants tout autour s'étaient retournés pour observer la confrontation, mais pas un n'avait quitté sa position, à l'exception de la sergent Sapa. « Monsieur, » dit-elle en évitant de laisser porter sa voix, « soyez indulgent avec lui. C'est juste un innocent venu d'un monde facile. Peut-être que nous devrions le laisser en arrière. » Aldalon gronda. « Nos ordres sont de le prendre avec nous, donc nous le prenons avec nous. Je l'ai mis dans votre escouade, alors faites en sorte qu'il soit carré. » Aldalon ramassa dans son gantelet énergétique la lampe torche qui était tombée dans la boue. Il ferma le poing pour l'écraser entre ses doigts de métal actionnés par servomoteur, et la lumière se mit à vaciller avant de s'éteindre, puis il la laissa tomber aux pieds de Torvin. Il ramassa ensuite la picte pour la scruter. Il tourna les yeux vers Torvin. « Qui est-ce » La gorge de Torvin le brûlait, mais il réussit à répondre. « Mélina » expliqua-t-il en déglutissant avec difficulté et luttant contre la douleur. « Nous allions nous marier avant que je sois conscrit pour la dîme. » Aldalon le toisa un instant, puis il s'agenouilla. Il plaqua brutalement la picte contre le torse de Torvin qui fut forcé de la rattraper. « Vous êtes un garde » gronda Aldalon de sa voix basse. « Vous existez pour tuer des Xénos. Au cas où ce serait pas assez clair pour vous, je voulais pas de vous ici. Vous êtes ramolli, et vous avez intérêt à vous endurcir très rapidement. Sinon, d'une manière ou d'une autre, vous allez mourir. » Il montra la picte toujours plaquée sur le torse de Torvin, avant de poursuivre. « Votre vie a pris fin au moment même où vous avez été conscrit. Acceptez-le. Il reste plus rien d'autre que la guerre. » Torvin prit une inspiration douloureuse. « Quel est le but dans ce gars ? » ?»« Quoi ? Quel est le but de se battre ? » dit Torvin. « Quel est le but de se battre si on se bat pas pour ceux qu'on aime ? » ?»« Le but est de tuer des orques, » répondit le colonel en se relevant. « Tout ce que vous devez aimer maintenant, c'est l'empereur et une cellule énergétique neuve pour votre fusil laser. » Torvin resta assis où il était tombé. Il regarda la picte de Mélina avant de la replier et de la remettre dans sa poche. « Écoute-moi, l'innocent, » dit Sapa. « Mon père est dur, mais il est juste, et tu ferais bien de l'écouter. » Torvin se tourna vers le colonel qui disparaissait au loin. « Aldalon est votre père ?» Sapa hocha la tête. « J'ai pris le nom de ma mère. Je voulais réussir en tant que garde de la jungle sans avoir à compter sur lui ni sur sa réputation. Mais il a raison. Secoue-toi, sinon t'auras d'autres soucis à te faire que les orques. »